أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن غريوة وهو أستاذ اللغة الفرنسية بمؤسسة دار الحديث الحسنية بعدما طال انتظاره يلقي على مسامعنا عرضا وهو مهتم بالمجال أيضا في موضوع اختار له عنوان Le leadership religieux marocain des caravanes transsahariennes à la diplomatie religieuse. فليتفضل مشكورا. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président du Conseil de la commune de Rabat, honorable assistance. Je vais prendre la parole, mais j'ai complètement oublié de je l'avais acquis comme je suis le dernier à parler, je vais essayer de bien sûr, le titre leadership religieux marocain, des caravanes transsahariennes à la diplomatie religieuse, c'est un son énorme, pratiquement du 8e siècle jusqu'au 21e siècle. Je vais essayer un peu, surtout qu'il y avait beaucoup de chevauchements, il y a des thématiques, mes collègues vont parler sur certains points, je vais essayer d'aborder de façon. Alors, l'Afrique, ce continent, ce berceau de l'humanité, c'est ce continent qui a toujours fasciné par son immensité géographique, par sa superficie, par sa diversité linguistique et par son pluralisme religieux. C'est aussi une Afrique qui cristallise un peu des paradoxes. C'est le continent de lieu de richesse, de pauvreté, de foi, de non-foi. Vaste territoire où cohabitent plusieurs ethnies et différents peuples qui embrassent diverses croyances et une multitude de cultes. Mais cette Afrique, c'est aussi une Afrique musulmane. Et là, je profite de l'occasion de vous parler d'un livre qui va sortir prochainement, qui prend le titre Ifriqiya al-Muslima. Afrique musulmane, comme c'est toute l'Afrique était musulmane, mais on sait très bien que l'Afrique est... Cette Afrique plurielle est aussi une terre musulmane depuis pratiquement les premières heures de la révélation. Les caravanes transsahariennes qui faisaient du commerce entre l'Afrique du Nord, septentrionale et méridionale, et les empires du Sahel ont joué un rôle déterminant dans la diffusion de l'islam. Alors, la première partie, je vais essayer d'aborder la rencontre de l'islam et de l'Afrique, c'est-à-dire rencontre et renouveau. Comme vous savez, souvent on pense que l'islam est arrivé en Afrique, plutôt Afrique du Nord, Égypte, alors que l'islam est arrivé en Afrique avant même la révélation. La rencontre de l'islam et l'Afrique remonte au début de l'islam. Le prophète, paix et salut, sallallahu alayhi wa sallam, avant l'émigration à Médine, avait ordonné à certains de ses fidèles de fuir la persécution des Qurayshites pour se réfugier en Abyssinie, l'Habasha, l'actuelle Éthiopie, où il y avait, comme je cite, un roi appelé Négus, Najashi, qui ne tolère pas l'injustice. Allez-y donc, leur dit-il, en attendant que Dieu vous rende la vie supportable à la mer. Évidemment, on a aussi Bilal. Bilal, le premier muezzin du prophète, Awwal Mu'adhin Nabi, et l'un de ses proches compagnons, fut le premier noir à occuper l'une des fonctions les plus nobles à l'époque, celle qui consiste à appeler les musulmans à la prière. L'avènement de l'islam en Afrique subsaharienne, à partir du 8e siècle, est principalement l'œuvre du commerce transsaharien. Durant plusieurs siècles de l'islamisation de l'Afrique, l'Afrique noire a connu un essor économique et une urbanisation sans pareil, et ce grâce justement au commerce florissant de l'or, du sel, des tissus, qui permettait la rencontre des commerçants musulmans et de la population locale. Ces marchands qui avaient pratiquement le monopole, dans la majorité qui est partie du Maghreb Aqsa, pratiquement le monopole du commerce dans la région du Sahel et du Sahara, n'était pas exclusivement animé par la mission d'islamiser comme l'étaient un peu plus tard les prédicateurs et les marabouts. Et ça, c'est un point important parce qu'on pense que les premiers musulmans qui sont partis dans les caravanes transsahariennes, leur objectif initial n'était pas forcément d'islamiser. Ils étaient dans le but de faire du commerce et du business, comme on le dit aujourd'hui. Mais ils arrivaient, grâce à leur comportement, grâce à leur amabilité, à leur échange, à convertir certaines populations.
mais arrivaient à convertir par le biais de leurs échanges, leurs habitudes et surtout leurs pratiques simples de la religion qui se limitaient à faire les 5 prières, à croire à l'unicité de Dieu et à respecter les interdits alimentaires. Évidemment, les premières, c'est comme d'ailleurs les premières heures de l'islam, ce n'était pas un islam rigoriste, on se contentait des piliers les plus principaux. Leurs habitudes étaient tellement simples et spontanées, je cite ici Jean-Louis Triot, qui est le spécialiste de l'islam en Afrique de l'Ouest, le message est suffisamment original en terre africaine pour être clairement identifié, mais il n'est pas vraiment porté dans les premiers siècles par des clercs professionnels. Par clerc professionnel, moi, le clerc, c'est un mot qui vient justement le religieux dans la tradition catholique. Et ici, clerc, c'est-à-dire l'imam, le prédicateur, le cheikh, etc. Ce sont surtout des raisons sociologiques, solidarité locale, intérêt matériel, mariage, qui poussent d'abord un petit nombre d'Africains à adopter la religion des riches. Les riches, parce que les Africains, les Marocains qui partaient dans le commerce étaient considérés comme des riches étrangers venus du Nord. C'est donc grâce à leur influence que des élites politiques, parce que ceux qui avaient embrassé la religion musulmane au début, c'était les élites. Comme on va le voir, mon collègue a parlé tout à l'heure de l'Empire du Mali. Le roi du Mali avait embrassé la religion musulmane, mais pas la nation malienne. Il faut souligner que l'islamisation de l'Afrique entre le 8e et le 16e siècle s'est concentrée sur les milieux urbains. Et ça, c'est important aussi, parce que les premiers à embrasser la religion musulmane, c'est la population qui vivait dans les villes, là où il y avait le commerce. Alors que toute une zone est restée reléguée, surtout ce qu'on appelle la zone forestière, qui était pratiquement difficile d'accès. Alors toute la partie forestière était restée impénétrable parce qu'elle était difficile d'accès. Parmi les empires qui s'étant convertis à l'islam, nous citons l'empire du Ghana, qui est le premier à se convertir à l'islam. Par contre, la nouvelle religion n'a concerné, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les élites politiques et économiques, là où le paganisme, c'est-à-dire l'animisme, est resté la religion du peuple. L'empire du Mali, qui tout au long de son règne a duré 3 siècles, avec ses centres culturels et commerciaux, on a parlé de Tombouctou, de Djenné, qui avait rayonné sur toute la région. C'est donc par le truchement du commerce transsaharien que cette religion a trouvé sa place en Afrique du Sahel, loin de toute autre forme de contrainte. Si certains colons, au 19e et au 20e siècle, avaient inventé des agressions musulmanes en Afrique noire, notamment avec l'époque des Morabit, les Almoravides, pour justifier le caractère violent de l'islamisation menée notamment par les Almoravides, cette manœuvre, comme le soulignait un spécialiste justement de cette époque, Ferrand Ignesté, remplissait une double fonction et transformait l'histoire subsaharienne en une succession de conquêtes, de ghazawat, étrangères et renforçait la conception d'un islam étranger au monde africain. Évidemment, notamment à partir du 19e siècle, le colon avait essayé de créer ce qu'on peut appeler siyasat farek tassoud, entre un islam qui vient d'Afrique du Nord, islam arabisé, parce que les berbères qui sont dans l'Afrique du Nord, et que cette copie de l'islam en Afrique du Nord était une copie plus ou moins proche de la copie originale, celle de l'Arabie. Et l'islam africain est un islam qui n'a pas adopté la langue arabe, et du coup, c'est reste un islam, une copie qui n'est pas... et transformer l'histoire subsaharienne en une succession de conquêtes étrangères et renforcer la conception d'un islam étranger au monde africain. Si de plus les attaquants étaient blancs, alors l'extrémité était consolidée, et s'il s'agissait d'arabes, la perfidie musulmane était confirmée. En effet, cette lecture de l'histoire reste marginale, car le rôle joué par les caravanes commerciales et par les clercs musulmans, de par leur contact et leur proximité avec les populations locales, a été déterminant dans la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne. Contrairement à la période précédente, il y a une période de 16e au 19e siècle où ce qu'on appelle les siècles obscurs de l'islam. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette période parce que c'est une période quand même où il y a eu une certaine léthargie au niveau du rayonnement de l'islam pour des raisons que vous connaissez, notamment la traite négrière, etc.
Je vais passer tout le volet qui concerne les principes du soufisme. Je vais conclure par la diplomatie religieuse ou spirituelle du Maroc. Alors, pourquoi le Maroc aujourd'hui est appelé ou bien joue justement ce rôle de leader religieux en Afrique du Sahel, pour ne pas dire toute l'Afrique en général, parce que... Alors, nous avons, mon collègue a parlé d'abord l'importance de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les universités, les écoles. D'abord, je vais commencer par notre établissement d'Al-Harith Hassania, qui est devenu aujourd'hui une destination prisée par des contingents d'étudiants qui viennent pratiquement chaque année. Pourquoi? Pour s'imprégner justement des principes de ce qu'on appelle ce système de juste milieu. Les collègues ont parlé tout à l'heure des 4 piliers, la commanderie des croyants, le rite malikite, l'école acharite et puis le soufisme. Mais pour d'abord, je parlais de l'école, il y a l'Institut Mohamed VI, qui est formation des mourchidis, des imams mourchidis et mourchidat, qui joue un rôle de rayonnement international. Il n'y a pas que l'Afrique qui demande aujourd'hui à ce que leurs imams soient formés chez nous, il y a aussi beaucoup de pays d'Europe. Et ce qui est symbolique, c'est la visite justement du François Ier en 2019, qui a rendu visite justement à l'invitation de Sa Majesté. Pourquoi le choix du Maroc, qui est un pays à majorité musulmane? La plupart, on a 99% de la population est musulmane, et pourtant ce pape, le souverain pontife, a choisi de venir au Maroc parce que le Maroc aujourd'hui est considéré comme une terre, pour parler de la langage un peu le langue de nos amis sénégalais, de la teranga, de la tolérance, du vivre ensemble, du partage et de la fraternité. Et c'est un pays qui a amorcé aussi ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Pourquoi le Maroc est appelé à jouer ce rôle? Parce que d'abord son emplacement géographique, il se trouve à la charnière entre l'Afrique et l'Europe, et c'est aussi à travers l'histoire, mon collègue, je parle sous l'autorité, sur pas des mon collègue, le Maroc est le creuset de civilisation, des Phéniciens, des Romains, et ainsi de suite. Donc ce brassage culturel de civilisation a fait du Maroc justement cette plateforme qui peut construire justement ce... Après, il y a tous les autres... Bon, je ne vais pas revenir m'étaler sur le modèle marocain, mais les Zawaya, mon collègue en parlait tout à l'heure, ont joué un rôle très très important. C'est-à-dire non seulement dans ces liens entre le Maroc et l'Afrique, mais surtout dans ce qu'on appelle l'islamisation de l'Afrique. Je pense s'il n'y avait pas ces torts, l'islam ne serait jamais resté dans des contrées lointaines, comme par exemple jusqu'à ce qu'on appelle à l'époque les bilad Soudan. Voilà, je m'arrête là. Il y a encore beaucoup de points. Il y a une avec d'autres collègues. Je ne veux pas je vous remercie de votre... À vous la parole, Madame la Présidente. L'obligation de cacher ce qui Non. pour bien gérer le temps. شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن الرواء على هذا العرض الشيق والقيم والذي احاط فيه بمختلف الجوانب التاريخيه والجغرافيه وايضا ذات العلاقه بموضوع الامن الروحي ودور المغرب الريادي في هذا المجال.